Alain Chartier, votre spécialiste des douceurs de début d'année, vous présente l'Instant T. De retour sur le plateau de l'Instant T, le magazine Bonsoir à tous. L'instant coup de pouce est consacré à votre cœur. Pierrette Robert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach certifié en développement personnel. Vous intervenez notamment autour de la préparation pour des rencontres potentiellement amoureuses. À une quinzaine de jours de la Saint-Valentin, la question du couple et de la rencontre peuvent donc se poser. Vous êtes là pour nous aider. On se retrouve tout à l'heure. Tout à fait. Merci. Nous retrouvons également l'instant numérique en milieu d'émission. Ce sera avec Fabien Régnier de l'association Défi LNSTR. Rebonsoir à vous. On parlera de notre protection, de la protection de nos données et notamment de notre vie privée sur le net. Mais tout de suite, on retrouve nos invités du jour, Claire et Arthur. Rebonsoir à tous les deux. 40 000 abonnés sur Instagram. Vous êtes ce qu'on appelle des influenceurs sur le web, même si le terme vous plaît pas trop, vous nous direz pourquoi. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Également, votre concept à vous, c'est de voyager et de partager vos aventures sur les réseaux sociaux et sur votre blog de voyage, lesdroners.com, notamment à travers votre drone qui vous suit partout. Avant de parler justement de ce que vous en faites de ces voyages, il vient d'où ce goût du voyage, Claire ? Alors juste après notre rencontre, en fait, on a décidé d'acheter un billet pour l'Australie. On est parti 1 an sur le territoire des kangourous et ça nous a énormément plu. On est rentré en France après et voilà, il fallait absolument qu'on reparte. On a décidé de repartir en Nouvelle-Zélande pour changer un petit peu. Ouais. Et de là, c'est développer le projet. On s'est dit, en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est voyager. On adore ça, c'est comme ça qu'on est heureux. Donc, on lance notre blog, on raconte nos histoires, on continue nos voyages. Et voilà, on en est là aujourd'hui et ça continue en 2018. Et c'est au fil de ces voyages, justement, que vous avez rencontré des personnes qui travaillent notamment dans le numérique, je disais, qui travaillent de manière décentralisée, oui. Externalisée. Et c'est là que vous vous êtes dit qu'il y avait moyen d'en faire votre métier, d'en faire quelque chose, ou en tout cas d'en faire un blog. Ouais, c'est ça. En fait, quand on était en Nouvelle-Zélande, on a fait une coupure après le travail en restauration qu'on a eu. On est parti 1 mois à Bali et c'est là qu'on a rencontré ce qu'on appelle les digital nomades. Et c'est des gens en fait qui exercent leur métier de partout dans le monde juste avec un laptop. Ouais. Et on s'est dit mais c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse parce que nous ce qu'on veut c'est voyager, mais il faut quand même qu'on gagne de l'argent. Et à chaque fin de voyage, on avait cette question, qu'est-ce qu'on va faire de notre futur, etc. Pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire après tel voyage. Donc il fallait qu'on trouve une solution pour travailler en même temps que le voyage. Et vous avez allié votre passion du voyage, du travail et la passion du drone également. Ça c'était plutôt votre domaine à vous. Bah oui, du coup oui, c'est depuis tout petit, c'est vrai que je me suis toujours intéressé à ces modèles, les modèles réduits. J'ai encore un souvenir, j'ai écrit un article sur le blog d'ailleurs où j'allais au salon du modélisme avec mon père à Paris. Donc c'est que des souvenirs incroyables. Et puis du coup, je m'en parlais déjà depuis que j'ai rencontré Claire. Avant qu'on parte en Australie, je lui ai dit je vais acheter un drone et je l'ai jamais fait. Je sais pas pourquoi. Et puis au moment où on est rentré de Bali, on s'est penché sur qu'est-ce qui va faire la différence par rapport à des blogueurs traditionnels. Ouais. Et là, on s'est dit, le drone est revenu sur le tapis, et voilà, on a franchi le cap, on en a acheté un. Et depuis, les droneurs sont nés. Oui. Alors depuis, je le disais, plus de 40 000 abonnés sur Instagram, c'est vraiment la plateforme, le réseau social que vous privilégiez. Il y a également votre blog avec des photos, et c'est là que ça peut devenir justement un métier. Comment on en fait son métier ? C'est ça, tout d'abord, donc on a décidé de privilégier Instagram parce qu'on préférait être bon sur un seul canal, voire 2. On est aussi bon sur le blog plutôt que de faire tout, du YouTube, du Facebook, du Snapchat. Ouais. Donc voilà, on a privilégié Instagram et pour commencer à travailler justement pour des marques, il faut d'abord créer une communauté. Et donc voilà, on a créé une belle communauté de 40 000 voyageurs passionnés de voyage et de photos aussi aériennes. Grâce à nos voyages qu'on a pu faire en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en Écosse et à La Plagne récemment. Et donc ça augmente tous les mois. Alors La Plagne, c'est votre dernière destination, c'était la semaine dernière. Oui. Quand on parle de toutes ces destinations, en fait, on parle de votre métier, d'une rémunération. Ça veut dire que ces organismes-là, ces organismes de vacances, vous payent, ça se passe comment ? En fait, il y a plusieurs formes de collaboration. Il y a les échanges. Il y a beaucoup de blogueurs aujourd'hui qui sont pas rémunérés, qui fonctionnent que sous forme d'échange. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, je prends pour le voyage, les destinations ou les établissements vont les inviter, mais eux vont rien payer. Et en contrepartie... Ils seront en vacances, tout frais payé, finalement. Voilà. Sauf qu'en contrepartie, ils doivent quand même communiquer sur leur réseau, ils doivent montrer à leur communauté ce qu'ils sont capables de faire et toutes les activités que propose l'établissement pour qu'ils incitent
leur communauté à devenir les clients en fait, de la destination ou de l'établissement du tourisme. C'est pour ça que dans le jargon professionnel, on parle d'influenceur, mais vous aimez pas ce terme. Voilà, en fait le côté influenceur c'est assez négatif et c'est assez mal vu dans le milieu du blogging parce qu'en fait c'est finalement c'est comme si on prenait les gens et on les manipulait en leur disant vous allez faire comme nous. Mais alors vous du coup vous mettriez quel mot sur votre profession? Blogueur. On est blogueur voyage. Blogueur parce qu'on raconte vraiment des histoires et si les gens sont séduits par nos histoires ils vont essayer de faire comme nous. Voilà. Et puis la deuxième collaboration possible, c'est du coup une rémunération. Donc là, c'est plus c'est presque un travail de journaliste. C'est-à-dire qu'on va dans la destination ou dans un établissement, on essaye les activités, on montre en fait tout ce que la destination ou l'établissement propose. Et puis l'objectif, c'est toujours le même, sauf que là, le travail, il est souvent beaucoup plus complet parce que il y a une vidéo qui va être produite, il y a des articles de blog avec des backlinks sur le site de l'établissement ou de la destination. Le but, c'est vraiment de les mettre en avant et de montrer tous les beaux côtés et toutes les belles choses et les activités que les gens peuvent faire en tant que touristes traditionnels. En plus qu'on voit ces images de drones justement à l'antenne, est-ce que c'est facile de faire voler son drone partout comme ça à l'étranger? On sait qu'il y a un tas de règles qui existent, il faut presque des permis, il faut des validations pour faire voler, ça se passe comment du coup? Alors, en fait c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas de réglementation mondiale, c'est-à-dire que chaque pays a sa propre réglementation. L'Union européenne est en train d'uniformiser un petit peu tout ça maintenant, mais en tant que droneur de loisirs, parce que pour l'instant nous c'est ce qu'on est des droneurs de loisirs, c'est-à-dire qu'on n'exploite pas en fait dans un cadre commercial. Les images on les utilise pour nous mais on les vend pas. Et il n'y a pas d'échange lié aux images. D'accord. Il y a un échange vis-à-vis de votre travail de blogueur, mais pas pour ce que vous allez fournir. Mais pas par rapport au niveau du contenu image ou vidéo, parce que ça, il faut être télépilote de drone. Il faut du coup passer une licence théorique ULM. Donc c'est une formation qui est assez compliquée, qui est hyper chère, et donc c'est quand même réservé à certaines personnes. Et c'est d'ailleurs en projet, nous, l'objectif c'est quand même de passer et de devenir officiellement professionnel pour qu'on puisse vendre les clichés. Parce que c'est une demande des clients, donc voilà, on écoute et on évolue. Vous avez tous les deux des études qui se rapprochent un peu de ce que vous faites avec votre passion en ce moment. Est-ce que pour vous, c'est l'avenir des métiers de la communication? Est-ce qu'un chargé de com, ce sera vous dans 15 ans? Et on pense que ça peut le devenir, on le voit nous-mêmes, on devient un support de communication pour les marques et de plus en plus de personnes passent aussi par des blogs et des blogueurs et Instagram pour des images ou lire des articles sur une destination pour avoir vraiment des avis et pas que des notes sur TripAdvisor par exemple. Voilà, on y retrouve vos conseils, on y retrouve vos propres prises de vue, vos propres conseils de voyage, vos propres expériences. Finalement, ça va être un support de communication pour les entreprises qui vous oui, puis en plus, c'est un super avantage pour les entreprises, c'est que c'est des niches qui sont déjà créées en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin d'aller les chercher. Les gens qui vont être quand quelqu'un va diffuser une publicité à la télévision, il n'est pas sûr de toucher vraiment sa cible ou son cœur de cible. Il sait qu'en mettant à telle heure à peu près, il va peut-être potentiellement toucher, alors qu'avec des blogueurs ou des influenceurs, tout de suite, il va cibler des gens qui sont intéressés que par ce domaine-là, parce qu'ils suivent les gens pour le voyage, ou parce qu'on est un couple, ou parce que votre communauté est assez ciblée. Tout à l'heure, on va parler de la vie privée sur Internet et de la protection des données avec Fabien. Quand on vous suit sur les réseaux, vous postez énormément. On peut suivre en photo, en vidéo, parfois même en direct vos aventures, quand vous prenez le train, quand vous revenez. Je sais même ce que vous avez mangé ce midi. Oui. Des haricots verts avec du poulet. Exactement. Mais alors, elle est où la limite pour vous? Là, on voit justement cette photo à l'écran où vous êtes presque tout le temps connecté. Alors du coup, elle se place où la limite pour vous? La limite, elle se place juste à rester nous-mêmes. Si on n'a pas envie de raconter quelque chose, qu'on pense que ça n'est pas utile, on va pas le faire. Et par contre, on aime bien raconter plein d'histoires. Donc, vous êtes conscient quand même qu'il faut préserver votre vie privée. Et voilà, oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on dort, généralement, le téléphone est coupé. C'est déjà pas mal. Votre prochaine destination, c'est quoi? La prochaine destination qui est validée, c'est Bali. Et pas exactement, c'est Lombok et Nusa Penida, donc des îles à côté de Bali. D'accord. En avril. Ça sera en avril. En avril, oui. Après, il y en a d'autres qui sont en cours de négociation en ce moment, mais la prochaine officiellement validée, c'est l'Indonésie. Job de rêve, quoi. Difficile. Vous n'êtes pas malheureux. Non, mais c'est un métier qui est super difficile. C'est beaucoup de travail finalement. Je pense que tu dois savoir un peu ce que c'est le travail de journaliste, de vraiment toute la rédaction. Je voyage moins que vous quand même. Mais il y a toute la recherche en fait, toute la préparation des scénarios. Par exemple, pour la production de contenu vidéo, on a énormément. La semaine dernière à La Plagne, on a passé notre semaine à chercher des endroits où on allait pouvoir faire décoller le drone sans problème, où on allait pouvoir éviter les gens, où on allait pouvoir faire en fonction du soleil, de la luminosité, etc. Donc il y a un vrai travail derrière. C'est pas uniquement je pense que ce que les gens voient, et c'est d'ailleurs ce qui nous... On en parlait hier parce qu'on était sur Paris, on a fait un apéro avec notre communauté,
et les gens ne voient pas en fait tout l'arrière en fait. C'est tout Il y a du travail. Et ouais, il y a beaucoup de Il y travail. aura. Bon, en tout cas, on trouve toutes nos aventures sur lesdroneurs.com et sur Instagram notamment. Merci à tous les deux Merci. d'avoir été Merci. avec nous. On passe tout de suite à l'instant numérique. Oui, je le disais, on va parler du coup maintenant de protection des données et de vie privée. Fabien Régnier, ce week-end avait lieu la 10e journée mondiale de la protection des données sur Internet. Vaste sujet d'actualité qui nous concerne tous, compte tenu de notre utilisation toujours plus grande des plateformes web et des réseaux sociaux. La protection des données nous fait inévitablement penser à notre confidentialité sur la toile. Vous allez nous expliquer que ce sont deux choses différentes. C'est Oui, cela. effectivement. Tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on évoque les données ? Alors quand on parle des données, souvent on pense aux informations qu'on peut rentrer sur les réseaux sociaux ou sur différents sites. On remplit des formulaires avec notre nom, notre prénom, notre adresse email, nos coordonnées. Le classique. Il y a ce volet-là, effectivement, mais il y a aussi toutes les données qui sont collectées sans qu'on s'en rende forcément compte par différents outils. Alors ça peut être déjà tout l'historique de nos recherches, de notre navigation, toutes les données qui sont collectées par le biais des smartphones comme la géolocalisation, le carnet d'adresses, les contacts, Ouais. également ce qui va transiter à travers la reconnaissance faciale sur les photos des réseaux sociaux, et puis tout ce qui aujourd'hui apparaît avec tous les objets connectés, montres, voitures, etc. Donc ça fait un ensemble d'informations qui, quand on les met bout à bout, permet vraiment de dresser un profil psychologique d'une personne, de connaître son comportement, de connaître ses habitudes. Et donc effectivement, c'est une masse d'informations assez importante. Et ce profil, il va servir à quoi justement ? Derrière, on l'utilise pourquoi ? Eh ben, le profil psychologique, toutes ces informations sont ensuite... Alors, on nous présente cette utilisation de données comme un outil qui vient nous faciliter la vie. Et c'est vrai qu'effectivement, on est habitué à avoir notre agenda, notre assistant personnel. Et dans le quotidien, les suggestions nous apparaissent logiques. Donc il y a un aspect positif avec tous ces outils numériques. Mais à travers l'utilisation qui peut parfois en être faite, on peut se sentir un petit peu démuni par rapport à une certaine forme d'influence justement, de manipulation, parce que on va nous proposer des choix bien spécifiques par rapport justement à nos habitudes. Il y a eu un scandale récemment aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump des enquêtes ont été faites pour montrer que à travers un profil psychologique établi sur des recherches de données et ensuite l'envoi de messages vraiment personnalisés pour adresser le bon message à la bonne personne, il a pu assez facilement retourner une partie de l'électorat pour avoir des chiffres décisifs. Et donc effectivement, il y a tout cet ensemble de choses qui posent question. Et puis il y a aussi, ces données, elles sont collectées, elles sont stockées quelque part. Quand on a des cas d'intrusion informatique et que des personnes mal intentionnées mettent la main sur ces informations, là aussi ça peut poser des questions et produire des risques. Alors, il y a une loi qui va sortir en mai 2018, une loi sur le RGPD, c'est quoi ? Oui, alors la loi s'appelle le RGPD, c'est le Règlement Général Relatif à la Protection des Données. C'est un décret européen en fait qui a été voté il y a déjà 2 ans et qui va être mis en application à partir de mai 2018. Concrètement, ce règlement, il va renforcer en fait les droits de l'utilisateur par rapport à l'utilisation de ces données, notamment au niveau de la transparence. Les entreprises vont devoir clairement expliquer comment elles collectent les données, qu'est-ce qu'elles collectent, pourquoi et dans quel but elles les utilisent. Elles vont devoir recueillir le consentement de la personne, un consentement éclairé. Et puis ensuite, il y a toute une palette de réglementations qui viennent renforcer notamment la protection des mineurs, le droit à l'oubli quand vous souhaitez faire retirer sur Internet un contenu qui vous concerne, d'un moteur de recherche par exemple, donc la sécurité des mineurs. Un guichet unique par pays. En France, c'est la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui sera l'interlocuteur. Saisir assez facilement sur Internet. Pour faciliter les démarches. Et puis des sanctions renforcées pour les personnes qui ne respecteraient pas toutes ces règles. Donc, du coup, on l'a compris, c'est quoi qu'il en soit, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Il faut être prudent avec ce qu'on inscrit sur Internet, avec la façon dont on l'utilise. Il est aussi du coup question de notre confidentialité, en tout cas de notre vie privée, de ce qu'on dit, de ce qu'on ne dit pas, de comment se protéger aussi vis-à-vis de ça. Voilà, effectivement. Quand on parle de protection des données, on parle de tout ce qu'on ne maîtrise pas forcément, des choses qui peuvent être collectées parfois à notre insu sans qu'on s'en rende compte. Puis il y a aussi tout ce qu'on poste volontairement sur les réseaux sociaux, tout le contenu qu'on peut publier quand on utilise les réseaux sociaux. Et donc effectivement, sur l'aspect de la confidentialité, la plupart des réseaux sociaux proposent des paramètres pour pouvoir
bien gérer qui peut voir quoi. Sur des réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, on est sur une confidentialité du profil. On va définir si l'ensemble de son profil est public ou privé. Ouais. Sur un réseau comme Facebook, c'est pour chaque publication individuellement qu'on va pouvoir gérer cette confidentialité. D'une manière générale, même si on maîtrise bien les outils de gestion de la confidentialité, il faut garder à l'esprit que tout ce qu'on va publier sur Internet, en tout cas, il ne faut pas publier sur Internet quelque chose qui pourrait un jour nous porter préjudice. Ouais. Même si c'est auprès d'un cercle restreint, ce cercle qui y a accès peut faire des enregistrements, des copies et republier ce contenu plus tard de manière publique. On l'a vu récemment, par exemple, avec des personnalités politiques, des sportifs qui se sont vus reprocher des tweets qu'ils avaient pu publier 2-3 ans auparavant. Voilà. D'ailleurs, il y a un site internet qui permet de vérifier cette confidentialité donnée qui s'appelle... j'ai un trou de mémoire. Non, on pourra le retrouver tout sur votre site de l'association de défi. Il s'appelle... Et ben on ira voir sur votre site de l'association Défi. Nothingtohide.fr, d'accord. Qui permet justement de vérifier toutes les informations qu'on a publiées pour vérifier si on assume ces publications, notamment auprès d'un employeur par exemple. Merci à vous pour tous vos conseils. Vous êtes à l'association Défi, elle est basée à Lanester, on peut aller vous voir si on a des interrogations. Merci à vous Fabien. Puis justement, à l'heure où tout se passe sur le web, y compris la drague et les rencontres, il existe encore des coachs pour nous aider dans votre recherche d'amour quand ça se passe mal. C'est l'instant d'un coup de pouce. Quand ça se passe pas. Pierrette Robert, vous êtes coach certifié en développement personnel du côté de Vannes et l'univers dans lequel vous intervenez, c'est l'univers amoureux, l'univers de la rencontre. C'est un univers qui n'est pas nouveau pour vous, vous étiez dans le conseil matrimonial. Oui, c'est un univers qui n'est pas nouveau puisqu'il y a quelques années, j'étais donc responsable d'une agence matrimoniale à Saint-Malo. Donc un métier que j'ai fait quand très jeune, pendant plusieurs années. Et en fait, tout ce qui touche aux relations humaines, aux relations amoureuses, c'est quelque chose qui me porte. C'est assez enrichissant déjà. Et suite à ça, donc j'ai souhaité faire enrichir mes connaissances en faisant une formation donc, en coaching. Et aussi, je suis formée aux outils de la psychologie énergétique. Alors, du coup, vous êtes lancée fin novembre. Fin novembre, lancement de 4 rencontres. J'ai d'abord travaillé avec un nom qui s'appelle... inutile de le dire, en développement personnel, mais voilà, ça ne me portait pas, ça faisait pas sens pour moi. Et maintenant, donc voilà, je me sens tout à fait à ma place dans ce que je fais. Donc ça s'appelle Cap Rencontre Coaching. En fait, j'accompagne les femmes qui souhaitent prendre leur vie amoureuse en main ou qui sont en solitude affective à vivre des processus de transformation puissants pour révolutionner leur vie sentimentale. D'accord. Et la façon peut-être d'aborder la rencontre ou d'aborder les situations de drague. Vous êtes rencontrés où tous les deux ? À l'école. Donc pour de vrai. Ah oui, pour de vrai. Donc on est sauvés du coup pour vous si vous rencontrez. En fait, je voudrais juste vous dire que je n'interviens pas du tout dans la séduction. Je vais plutôt agir. Ça se passe avant. Voilà, tout à fait. Voilà. Je suis pas du tout non plus à donner des conseils pour la drague, loin de là. Mais déjà pour être bien avec soi-même, avant d'aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi. Ça passe par là. Passe par là. Vous disiez que vous vous adressez aux femmes particulièrement ou uniquement aux femmes ? Je m'adresse aux femmes parce que j'ai une sensibilité donc, qui est féminine, évidemment. Et je me suis rendu compte que sur ce type de métier, au niveau des hommes, on proposait plutôt du coaching en séduction. D'accord. Donc moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans mes possibilités. Enfin, je veux dire, c'est pas ce qui me parle. Oui. J'ai plutôt souhaité accompagner les femmes pour les aider. Des femmes qui sont seules, très souvent, il y a de plus en plus... Qui ne trouvent pas forcément la solution. Et qui se posent la question, pourquoi les autres, pourquoi pas moi ? Et c'est tout un travail d'accompagnement que je vais faire. Alors, ça se passe comment concrètement ? Comment est-ce qu'on travaille avec vous ? On travaille sur quoi ? Quoi les thématiques ? Il n'y a pas de support, évidemment. Le support, c'est la personne. Et c'est le seul coaching qui va faire référence au passé amoureux de la personne. Et on va aller même au-delà. On va aller jusqu'au problème jusqu'au premier lien. C'est-à-dire les liens qu'on a vécus dans son enfance, les liens qui existaient entre ses parents, les liens qu'il y avait peut-être aussi entre ses frères et sœurs. Et très souvent, sans le savoir, inconsciemment, on est porteur de programmes qui font qu'on va aliéner plus ou moins notre vie sentimentale. Tout est lié. Voilà. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous avez des femmes qui viennent vous voir vraiment en détresse ?
En détresse, c'est pas le mot, c'est plutôt en questionnement. Il y a un petit peu de tout. Il y a plusieurs profils en fait. Il y a la femme qui dit de toute façon moi ça m'intéresse pas, je suis très bien comme ça toute seule. Bon, alors quand on creuse un peu, c'est évidemment. Surtout dans cette période de Saint-Valentin, où on est matraqué par l'amour, tout ça. Quand on est seul, j'imagine que c'est pas simple. Tout à fait. Et Jacques Salomé a dit la relation du couple, c'est de créer le lien. Mais avant de créer le lien, il faut se délier de son passé. Et c'est là où je vais intervenir. D'accord. Ça coûte combien une séance de coaching avec vous? Avec moi, ça coûte à peu près environ 60 € pour 1h30. Par contre, je me suis aperçue qu'il fallait plutôt entre 5 à 6 séances pour remettre la personne sur le bon chemin, pour qu'elle puisse rencontrer un jour son prince. Le fameux prince. Voilà, le prince charmant. Voilà. Donc c'est un clin d'œil à certaines amies qui vont se reconnaître. Il y a une garantie de résultat ou pas? Est-ce qu'on sort avec un diplôme de la couplitude ou non? Non, pas du tout. En fait, le but de ce coaching amoureux, c'est de faire prendre conscience à la personne des blocages, des schémas qu'elle a mis en place et de l'accompagner pour clarifier sa situation et d'avoir une autre vision sur ce qui se passe. Voilà. En fait, toute personne qui vient me voir a les clés en elle. Je suis juste là pour stimuler, pour poser peut-être les bonnes questions, quelquefois pour être percutante, sans être agressive. C'est toujours dans la bienveillance, évidemment. Oui, j'imagine. Ouais. Et par contre, ce que je fais bien comprendre à toutes les personnes qui viennent me voir, c'est qu'elles sont à 100% responsables de ce qu'elles vivent. Bon, en tout cas, on va pouvoir en discuter en vrai avec vous ce vendredi 9 février au Bagel Café à Vannes à 18h30. Tout à fait. Vous y menez un atelier. Voilà. Et j'imagine qu'il y en aura d'autres, des ateliers. Tout à fait, oui, absolument. On retrouve toutes vos infos sur votre page Facebook, notamment en Cap Rencontre. Coaching, ça s'affiche en bas de l'écran. Merci à vous, Pierrette, d'avoir été avec nous. Merci à tous les trois également d'avoir été avec nous sur ce plateau. Bon voyage, et puis on vient vous voir si on a des problèmes de confidentialité sur Internet. C'est la fin de cet Instant T. Je vous souhaite un bon week-end. Vous retrouvez l'Instant T dès lundi, et nous on se retrouve mardi. Salut. Alain Chartier, votre spécialiste des douceurs de début d'année, vous a présenté l'Instant T.